Steve, tu étais flic avant, non? Oui. Tu poursuivais des gens pour de la marijuana? Oh oui, j'étais un vrai guerrier dans la guerre contre la drogue. Eh bien, je repense à certaines des descentes qu'on a faites. On portait des gilets pare-balles, des fusils AR-15. Tu pouvais sentir l'adrénaline monter. Je veux dire, tu étais à bloc. C'est notre maison maintenant. On peut y faire tout ce qu'on veut. On va arrêter tout le monde et on va prendre leurs affaires. Avec la légalisation du cannabis un peu partout dans le pays, on pourrait croire que la guerre contre la drogue s'achève un peu. Je le pense aussi, mais tu sais quoi? Je crois qu'on ne fait que commencer. La légalisation du cannabis a été approuvée par plus de 16 millions d'Américains, ce qui peut être vu comme un rejet populaire impressionnant contre les excès de la guerre contre la drogue. À mesure que le cannabis devient légal dans de plus en plus d'endroits à travers le pays, on pourrait penser que les arrestations liées à la marijuana deviendraient chose du passé. Au Michigan, malgré la légalisation du cannabis médical, les arrestations pour marijuana ont augmenté. Pourquoi? Parce qu'à travers un programme appelé confiscation civile des biens, après une descente de police, non seulement les policiers peuvent prendre votre cannabis, mais ils peuvent aussi saisir et ensuite vendre vos biens les plus précieux. Comment cela peut-il arriver à des cultivateurs de marijuana légaux? Je suis venu à Port-Huron, au Michigan, rencontrer Annette Shattuck, mère devenue aidante pour des patients sous cannabis médical, pour observer comment la guerre contre la drogue cible de nouvelles victimes. Est-ce que vous voulez commencer une partie? Oui. Attendez, quelles sont les équipes? Ce serait toi et Kaylee. D'accord. Tu es nouveau, donc on suppose que tu n'es pas aussi doué. Il y a 2 ans, Annette et son mari Dale ont ouvert un dispensaire de marijuana médicale à Grow. Oh! Après quelques mois d'ouverture, leur entreprise a été perquisitionnée. Kaylee, tu as un numéro. Bien qu'il n'ait aucun lien avec l'entreprise de cannabis, leur maison a aussi été perquisitionnée. Oh! Alors, comment es-tu entré dans l'industrie du cannabis? Nous avons débuté comme aidantes car ma mère était patiente, puis nous avons appris que d'autres avaient aussi besoin d'aide. Dale et moi voulions utiliser cet argent pour investir dans d'autres rêves d'entrepreneuriat. C'est ainsi que nous avons commencé. Nous savions que la commune de Kimball avait un arrêté municipal, alors nous nous asseyions avec le conseil de Kimball, le propriétaire et l'avocat. Chacun voulait vérifier que tout allait bien. Le journal l'a publié, une réunion publique a eu lieu à la mairie et des courriers ont été envoyés à tous dans un rayon de 150 mètres, ce qui dépassait le nécessaire. En apprenant notre ouverture, j'ai appelé la brigade antidrogue. Je voulais vous informer que mon mari et moi avons ouvert un dispensaire avec une politique de porte ouverte. J'aimerais que vous puissiez venir vérifier la conformité. Il m'a dit, vous n'êtes pas dans notre viseur, rien à craindre. Je vous tiendrai au courant en cas de changement. Soulagement. Bien sûr. Génial. Ouais. 4 mois plus tard, la porte a été enfoncée par des hommes armés de fusils d'assaut. Kaylee dit qu'elle était à peu près ici, au moment où le bélier enfonce la porte. Wow. Donc elle a vu l'équipe du SWAT arriver droit sur elle. Exactement, avec des armes. Je veux dire, c'était notre maison. Les enfants étaient heureux ici. Mais après le raid, la maison a été complètement détruite. Les façades de nombreux placards et tiroirs ont été arrachés. Vous pouvez voir qu'il y a des dégâts importants dans le mur. Je veux dire, c'est 2 ans plus tard, mais il y a encore des dégâts qui doivent être réparés et colmatés. Wow. Les policiers ont pris quoi en arrivant? Des vélos, des climatiseurs, les téléviseurs de chaque chambre. Ils ont pris le camion de travail de mon mari, mon fourgon, 2 mobylettes, la tondeuse à pousser, tous les outils de menuiserie de Dale, tout ce que nous avions à perdre. Je pense qu'on est vers 80 000 $. Wow. Mais ironiquement, dans notre grange de culture, ils ont laissé toutes les lampes. Pour moi, ce serait la première chose à prendre si on veut arrêter la culture. On suppose qu'ils prennent des choses qui peuvent être liées à la consommation de drogue. Mais ce n'est vraiment pas le cas. En fait, ils prennent plus souvent des choses qui ont simplement de la valeur. L'anniversaire de Kaylee était quelques jours avant la perquisition. Sur son bureau, elle avait une pile de cartes d'anniversaire. Ils ont pris les 80 $ qui étaient dans les cartes d'anniversaire. Donc quelqu'un est venu ici, a fouillé les cartes et pris l'argent. Avec amour, papa et Mima.
Une carte d'anniversaire pour un enfant de 9 ans. Oui. Pour moi, c'est la partie la plus gênante. J'avais un ventilateur de plafond et... ils ont mis mes sous-vêtements sur le ventilateur. Vraiment? Ça devient pire. Je n'en parle pas souvent, mais pour comprendre la confiscation des biens, Dale et moi avions des objets personnels dans notre chambre, comme en ont sûrement la plupart des couples mariés. Des trucs sexuels? Photos et objets sexuels. Tout a été confisqué. C'est écœurant. Ils le prennent car je sais que c'est parti et qu'ils l'ont vu. C'est une forme de victimisation. Je déteste le mot « victime ». Il me fait me sentir faible. Je ne veux pas l'être. Je pense qu'ils savent que tu ne diras rien, car qui irait au tribunal pour récupérer une photo de moi nue? Je ne l'ai pas fait. Ce que je me demande, c'est où est le contrôle? D'accord, qui veut des tacos? Génial. Les tacos, c'est génial. Au Michigan, les Shattuck se sont fait saisir plus de 80 000 $ de biens lors d'une perquisition liée à leur entreprise de marijuana. Comment ça va? Bien qu'ils n'aient jamais été condamnés, leur entreprise de cannabis a été brutalement interrompue. Je suis Krishna. Dale, ravi de te rencontrer. D'où reviens-tu? Saint-Clair, je rénove une maison de retraite. Nous avons eu de la chance car Dale a trouvé un bon emploi, mais j'étais enseignante remplaçante. Même si les charges ont été abandonnées, je n'ai plus le droit de faire ce travail car je ne peux plus entrer dans les écoles. Ils jugent que cet incident révèle un manque de discernement de ma part. D'accord. Quelle est votre situation financière? Vous avez pris un risque en lançant cette entreprise. Il nous a fallu tout ce qu'on avait, tu sais, pour démarrer. Oui. Des prêts, des économies. On a travaillé dur pour devenir propriétaire d'entreprise. Et quand tout est arrivé, on a tout perdu. Nous sommes en train de déposer le bilan, et juste après, nous dépendions de l'aide sociale. Vraiment? Oh oui. Nous sommes passés du fait d'injecter des milliers de dollars par mois dans l'économie à devoir compter sur les contribuables pour nourrir nos enfants. C'est dingue. Je crois en la mission d'une brigade antidrogue, lutter contre l'abus d'opioïdes, l'héroïne, la méthamphétamine, et je veux retirer ce genre de choses des rues. Malheureusement, je crois qu'ils ont vu un intérêt financier dans la confiscation d'actifs liés au cannabis médicinal. Les maisons de crack, la méthamphétamine, tout ça, ils n'ont pas les voitures, outils et matériels qu'ils vous prennent. C'est juste déprimant et ça te tue. Et ça ne disparaît jamais, ça ne s'arrête jamais. Gavin est souvent anxieux. Il s'inquiète de l'endroit où nous sommes, de là où nous allons et de savoir quand nous rentrerons à la maison. Kaylee a consulté un psychologue et un psychiatre lui a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique. Comment s'est passée la thérapie alors? Avant que je ne commence la thérapie, chaque petite chose, par exemple si un caillou frappait la fenêtre, je sursautais et je courais. J'avais peur qu'il revienne ou que quelque chose de mauvais se reproduise. Oui, et je vois bien que ça t'a bouleversé. C'est difficile à affronter, tu sais. Je veux dire, tu avais 9 ans, non? Oui. Et maman et papa sont toujours occupés, alors je n'ai vraiment pas envie de parler parce que c'est juste mes sentiments. Et parfois, j'ai l'impression que je ne devrais pas en parler. Ça me bouleverse, mais qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, tu ne peux rien faire, tu connais les flics. Salut, as-tu déjà pensé à investir ton argent? J'ai un peu d'argent de côté, mais je ne comprends pas l'investissement et n'ai personne pour m'apprendre. Les frais me paraissent trop élevés. Eh bien, c'est une bonne chose que nous nous soyons rencontrés. Voici eToro, une plateforme d'investissement multi-actifs où tu peux suivre les meilleurs investisseurs, voir leur portefeuille et même copier automatiquement leurs transactions. Participe à des discussions en direct sur les marchés avec idées, tendances et questions au fil des événements. Et tout cela est relié à une large gamme d'actifs, y compris des actions, des crypto-monnaies, des ETF et bien plus encore, le tout sur une seule plateforme. eToro est un service réglementé comptant plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 75 pays. Commencez à investir avec eToro et recevez 50 $ d'actions lorsque vous déposez 200 $ ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour découvrir eToro. Avec eToro, tout le monde peut investir. Pas besoin d'être expert en bourse, vous pouvez investir avec le montant de votre choix. Ne ratez pas cette occasion. Maintenant, revenons à la vidéo.
Pour comprendre le point de vue des policiers et vérifier les allégations de Shattuck, j'ai contacté la police d'État du Michigan, plusieurs shérifs de comté et des services municipaux, mais aucun n'a accepté de parler devant la caméra. J'ai trouvé un extrait d'une chaîne locale où un commandant de la brigade antidrogue de Saint-Clair explique la raison de la confiscation. Encore une année chargée pour la brigade antidrogue. Je regarde quelques statistiques de 2011. 172 000 $ de biens saisis. Pas mal, c'est une belle somme. 61 396 $ en espèces. En général, on a vraiment de bonnes années, ça continue d'arriver et on continue de poursuivre ces affaires. Si on peut saisir leurs biens pour leur faire mal et les pousser à cesser leurs activités, tant mieux. C'est notre quotidien de mettre les criminels en prison. Absolument. Tout l'argent ou les biens saisis qui viennent avec l'affaire, c'est juste la cerise sur le gâteau. On ne court pas après l'argent, on court après les criminels. Le lieutenant Mulusso affirme que la confiscation sert à poursuivre les criminels. Pourquoi alors l'utiliser contre des aidants médicaux comme les Shattuck? Tu aimes pêcher? Je n'en fais pas beaucoup, mais j'aime traîner. Je discute avec Ted Nelson, ex-policier des stupéfiants ayant formé les forces du Michigan à la confiscation d'actifs au plus fort de la guerre contre la drogue. Les gens que j'ai rencontrés disent que la police défonce simplement la porte et prend les affaires. Est-ce que c'est comme ça que la confiscation civile des biens était censée fonctionner à l'origine? Est-ce que c'est ce que vous avez enseigné aux policiers? Non. Ce genre de choses, c'est un abus de ce que la loi était censée faire, qui était de s'attaquer aux trafiquants à grande échelle, pas aux gens dans la rue. Ils prennent des choses sans les lier au profit de la drogue et disent « Si ça ne vous plaît pas, déposez une réclamation, prenez un avocat » en étant arrogant. Lorsque la police fait une descente dans une maison, elle peut saisir de l'argent liquide, des voitures et du matériel qu'elle pense être impliqué dans un crime. Les tribunaux décident si ces objets de valeur sont coupables et doivent être confisqués définitivement. Alors que les accusés de crime ont des droits devant le tribunal pénal, jugement dans un délai raisonnable, avocat, présomption d'innocence, les objets de valeur saisis par la police du Michigan, traités en justice civile, n'en ont aucun. Il faut prouver l'innocence de ces biens, ce qui peut prendre des années et coûter en frais juridiques plus que leur valeur. Ce qui signifie que beaucoup de gens ne se battent même pas, laissant ainsi ces biens à la police, qui peut les vendre aux enchères ou les garder sans jamais avoir à prouver que les propriétaires eux-mêmes étaient coupables d'un quelconque crime. Donc, en gros, c'est de la police à but lucratif. Je gagne de l'argent ou le service en gagne en vous prenant de l'argent. En 2014, la police a saisi 20 millions de $. Ils font ça pour l'argent. Ils sont fiers du fait qu'ils le font pour l'argent. Pour moi, c'est un abus. Quand la confiscation civile des biens a-t-elle cessé de viser uniquement les barons de la drogue pour s'appliquer aussi aux particuliers et petits commerçants? Eh bien, je pense que la loi sur la marijuana en 2008, lorsqu'elle a été adoptée, a ouvert les vannes. Nombre de ces équipes ciblent ces personnes pour des infractions techniques. C'est risible, elles sont visibles, vulnérables et possèdent des biens. Cela contribue à créer cette méfiance entre la police et le public. C'est pour ça que je prends la parole. J'avais 2 frères qui étaient policiers. Mon beau-frère était policier. J'avais 2 neveux qui étaient policiers. Je viens d'une famille de policiers. Oui. Et les forces de l'ordre ne peuvent exister que lorsque le public croit qu'elles sont là pour les aider. Cette loi sur la confiscation et son application ne le permettent pas. Les lois du Michigan sur la marijuana médicale ont été créées pour permettre aux soignants de cannabis d'agir au grand jour. Ironiquement, s'identifier soi-même les a rendus des cibles faciles. Je suis allé dans le sud du Michigan pour rencontrer Steve Miller, ex-policier qui fournit aux cultivateurs des outils pour éviter la confiscation civile grâce à des contrôles de conformité informels. Ils ont commencé à faire cela il y a environ 1 an. Je suis un ancien sergent de police, donc ça compte un peu aux yeux du procureur de savoir que j'y suis allé, que j'ai fait l'inspection et qu'ils sont parfaitement en règle. Bien sûr. Très bien, allons voir les serrures. Ma seule inquiétude avec cette porte, Paul, c'est qu'elle est un peu vieille. Ça pourrait être quelque chose à considérer. On ne veut pas donner aux flics une excuse pour venir ici et dire que ce n'est pas sécurisé. On prend tout. On prend ta voiture, tu rentres à pied aujourd'hui. Le fossé entre la culture légale de cannabis et les descentes de la brigade antidrogue tient à des détails techniques, comme la clôture de Paul.
La loi sur la marijuana médicale du Michigan définit des règles sur le nombre de plants, la quantité de marijuana consommable autorisée dans les lieux et réserve l'accès à la culture aux patients et à son aidant. Lorsque la police fait une descente sur une propriété, elle cherche le moindre détail qui pourrait être interprété comme une infraction afin de justifier la saisie des biens d'une personne. Ce qui est arrivé à Paul Williams, non pas une, mais 2 fois, pour une valeur de plus de 150 000 $ de biens saisis. Vous avez récupéré une partie de vos biens, mais avez-vous dû vous battre pour les récupérer? Oh, absolument. Cela nous a coûté beaucoup d'argent pour un avocat. La première fois, cela a pris 1 an et demi. Cela fait déjà presque 1 an pour la deuxième fois, et ils ont toujours nos biens. Ils ont encore certaines de vos affaires? Ils ont toujours tout ce qu'ils ont pris. Et Steve, penses-tu qu'un jour l'État ferait lui-même ce genre de contrôle de conformité avec un porte-bloc? Je le pense. Nous avons la commission de contrôle des alcools. Ils ne vont pas dans le magasin d'alcool pour trouver une infraction et le fermer. Après 3 ou 4 infractions, ils suspendent la licence d'alcool pour un temps. Exactement. Ce n'est pas comme si le SWAT débarquait chez toi. Je veux dire, la police ne fait pas ça seulement à quelques personnes. Ils le font à beaucoup de gens. Ouais. Ils sont hors de contrôle. Pour saisir l'ampleur des saisies de biens par la police chez les cultivateurs de marijuana médicale dans le Michigan, j'ai rencontré Michael Comorn, avocat spécialisé en défense de la marijuana. Combien de cas de ce genre voyez-vous par an? Je vais partout dans l'État et dans ces tribunaux. Environ 40% de leurs affaires sont liées à la marijuana. 40%? 40%, ce ne sont pas seulement quelques cas isolés. Ça n'a pas vraiment de sens, non? Parce que, par exemple, tu lis dans les journaux que le Michigan légalise la marijuana médicale. Maintenant, les gens peuvent en cultiver, et c'est légal. Mais dès que tu le fais, la police semble te tomber dessus. Cela semble absurde, mais c'est comme ça que ça se passe au Michigan. Et certains de ces cas sont emblématiques de la pire façon dont les forces de l'ordre devraient agir. Ils sont en train de mettre la maison sans dessus-dessous, d'arracher des objets des murs, de s'emparer de jouets sexuels, de godes et de vibromasseurs. Nous avons vu quelques cas où ils pulvérisent du lubrifiant sexuel partout, urinent dans les fours, prennent des bonbons et les collent sous les placards. Un comportement vraiment bizarre, des choses qu'on ne s'attendrait pas à voir de la part de forces de l'ordre formées. Vous savez, ils disent toujours qu'ils ne s'intéressent pas à la marijuana ou à la marijuana médicale. Mais les descentes continuent, les saisies continuent aussi. Les consommateurs de marijuana médicale croient que la carte doit les protéger. Ils sont donc plus transparents, mais se retrouvent piégés par une infraction technique. C'est à ce moment-là que la carte est simplement retirée et que tout est considéré comme illégal. On s'attend à ce que les détenteurs de cartes du Michigan en infraction à la loi sur la marijuana médicale reçoivent une amende ou un avertissement. Ils sont traités comme des criminels, leur statut de patient en marijuana médicale ignoré. Michael m'a conduit chez les Fisher, ses clients, qui doivent demain contester des accusations criminelles au tribunal avant de pouvoir lutter pour récupérer leurs biens saisis de plus de 25 000 $. Après avoir vu tous nos biens, ils ont sûrement pensé qu'ils avaient tout ce qu'il leur fallait pour organiser un casse. C'est ça. Je veux savoir pourquoi je n'ai pas eu droit à mon appel quand ils nous ont amenés, installés à la table et menottés. J'ai immédiatement supplié pour passer un appel. Ils ont répondu « dans 1 minute », mais cette minute n'est jamais venue. Pourquoi cet appel était si important? Qu'essayez-vous de faire? Je dois parler directement à ma direction si je ne peux pas aller travailler. Où travaillez-vous? Au casino. Je disais tout le temps, mon travail est en danger. Et personne ne s'en souciait. Et puis j'ai été licenciée. C'était tout pour moi. Vous savez, j'avais un bon travail là-bas depuis 22 ans. Qu'est-ce que ça fait d'affronter vos accusateurs et de voir ceux qui ont saccagé votre maison et pris vos affaires? Je pense que ce sont des escrocs pour m'avoir fait ça. Je n'aime pas du tout. Je sais que je ne le méritais pas, mais la vérité finira par éclater. Le procès des Fisher se poursuit aujourd'hui. Ils font face aux policiers ayant ordonné la perquisition. J'accompagne Michael lors de son trajet vers le tribunal. Pourquoi est-ce important que tu te battes contre ça? Car c'est absurde que cela arrive. 3 millions de personnes ont voté pour la loi sur la marijuana médicale du Michigan, un record pour un scrutin dans l'histoire de l'État. Vous savez, en nous défendant lors de ces procès, nous offrons à ceux qui ont voté la loi l'occasion de riposter. Gagner, c'est montrer que ce que fait la police est mal. Personne ne dit aux unités antidrogue d'arrêter, et elles ne vont pas s'arrêter à moins de commencer à perdre. Jurez-vous ou affirmez-vous que le témoignage que vous allez donner dans cette affaire sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure.
Veuillez prendre place à la barre des témoins. Nous ne pouvons pas montrer le visage de cet officier sur ordre du juge. Cette audience me permet enfin d'entendre un membre de l'unité antidrogue. Bonjour, détective. Bonjour. C'est vous l'officier en charge de cette affaire? C'était mon enquête. D'accord. Donc, il y a eu un tuyau, une source inconnue vous a dit certaines choses sur mon client. C'est exact. Ces informations portèrent sur une activité criminelle illégale, n'est-ce pas? La fabrication de marijuana. D'accord. Il est également vrai que vous étiez au courant que mon client était un patient consommant de la marijuana à des fins médicales, n'est-ce pas? Non. Avez-vous posé des questions à ce sujet? La personne à qui j'ai parlé n'a pas évoqué de carte de cannabis médicale. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous lorsque vous menez une enquête? Oui. Puis-je vous demander pourquoi vous ne vous êtes pas informé sur le statut de patient en cannabis médical de mon client? Vous savez, en tant que force de l'ordre, je ne peux vraiment rien faire. Vous n'avez pas enquêté en allant frapper à sa porte pour poser des questions, n'est-ce pas? Non. C'est une option qui s'offre à vous pour mener une enquête, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas. Vous avez simplement choisi de ne pas le faire? C'est exact. D'accord. Ce qui m'a frappé, c'est que l'officier n'a pas demandé si vous étiez des patients autorisés à consommer du cannabis médical. Pourtant, il aurait pu le savoir en vous le demandant, n'est-ce pas? J'aurais ouvert la porte et l'aurais laissé entrer. Dans l'esprit de cet officier, dès qu'il a reçu ce tuyau, c'est devenu une enquête à caractère criminel. Qu'est-ce que ça vous fait? On suppose déjà que tu es criminel. Je ne sais pas. Tout est confus en ce moment. Je pense qu'ils doivent se rappeler leur mission, qui est de protéger et servir avant tout, au lieu de supposer, saisir et nous voler. Je me sens vraiment volée. Je veux dire, mon autre question c'est, quand est-ce que tu récupères tes affaires? On en discute, ce sera sans doute pour l'an prochain, mais je suis prêt à me battre aussi longtemps qu'il faudra. « 3 millions de personnes ont voté la marijuana médicale au Michigan. Cela aurait été formidable pour les patients ayant besoin de ce médicament et aurait aussi offert une bouée de sauvetage à un État en grande difficulté financière. Des gens comme les Shattuck ont tenté leur chance pour réaliser le rêve américain, mais ont tout perdu à cause de policiers apparemment aux motifs cachés. Dans le Michigan, au lieu de réguler avec un carnet de notes, ils régulent avec des équipes du SWAT. Et puis, quand on ajoute l'aspect financier à cela, cette supposition des policiers qu'il doit forcément y avoir une forme de criminalité signifie soit qu'ils ont un tel préjugé contre la marijuana, soit qu'ils sont des opportunistes avides. Et en fait, que signifie exactement le rôle de la police dans une société s'ils n'appliquent pas réellement la loi, mais qu'ils se l'approprient et la modifient à leur guise? On suppose facilement que la légalisation du cannabis est inévitable, que les injustices de la guerre contre la drogue vont disparaître. Après avoir vu ce qui se passe ici dans le Michigan, c'est clair pour moi que ce combat est loin d'être terminé.